Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je me questionne à savoir si le droit à la liberté d'expression devrait être limité. Tout d'abord, je vais définir ce qu'est la liberté et ce que j'entends par liberté d'expression. Ensuite, je vais tenter de répondre à la question en apportant ma vision de la liberté d'expression dans notre monde moderne, notamment avec différentes thématiques telles que les théories du complot, la désinformation et la cancel culture. Je vais tenter de trouver des solutions pour que les gens puissent s'exprimer librement sans pour autant que cette liberté devienne néfaste. Pour traiter ce sujet, il est important de savoir ce qu'on entend par liberté et par liberté d'expression. Dans le contexte de cette vidéo, je parlerai de la liberté de faire quelque chose et non de la liberté en lien avec le déterminisme et le libre arbitre. La liberté de faire quelque chose pourrait être résumée en une seule phrase. Nous sommes libres de le faire ou de ne pas le faire lorsqu'aucune loi ne l'interdit. Cependant, cet élément ne suffit pas à définir la liberté. En effet, s'il n'existe aucune loi, une personne est libre de contraindre la liberté de quelqu'un d'autre. Dans une société, pour que chacun dispose des mêmes libertés, on doit renoncer à certaines de celles-ci. Par exemple, on renonce à la liberté de commettre un meurtre pour éviter de se faire tuer. Si ce n'était pas le cas, la liberté de vivre serait atteinte par la liberté de faire un meurtre. Dans beaucoup de cas, comme dans l'exemple précédent, on échange une partie de notre liberté contre de la sécurité. Dans une société idéale, on est libre de faire tout ce que l'on veut à condition de ne pas interférer avec les libertés des autres. La liberté d'expression est le droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage. À première vue, un individu qui s'exprime librement n'interfère en aucun cas avec les libertés d'un autre individu et ne lui cause aucun mal. Cependant, en y réfléchissant un peu plus, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. La libre expression est un droit qui est important d'avoir au sein d'une société qui vit dans un système démocratique. Elle est la condition essentielle de la participation politique et de la capacité pour les citoyens de défendre leurs droits et de protester contre ce qu'ils considèrent comme injuste. Outre la politique, la liberté d'expression est nécessaire pour débattre et pour apporter son point de vue sur un sujet en particulier. En effet, lorsque l'on souhaite se faire son propre avis, il est important de prendre en considération différents points de vue pour avoir du recul sur la thématique en question et pour en tirer une opinion claire. De plus, il est nécessaire de remettre en question nos pensées pour faire évoluer nos idées qui sont parfois incomplètes ou erronées. La liberté d'expression permet à un individu ou à une société d'avoir une grande variété d'informations à sa disposition pour l'aider à décider de son positionnement sur tel ou tel sujet. Les sujets peuvent avoir comme thématique la politique, la science, la philosophie, l'histoire, la spiritualité, la psychologie et plus encore. Un des effets néfastes de la liberté d'expression est la propagation des théories du complot sur Internet. Une théorie du complot est une expression utilisée pour décrire un type de discours particulier qui a pour vocation à décrire l'actualité et qui propose une cause unique pour expliquer son déroulement. Ce genre de discours se différencie de la démarche historique, multicausale et ouverte aux hypothèses. Le problème de ces théories est qu'il est impossible de prouver leur véracité. Ils sont donc insensibles aux réfutations et aux arguments opposés. Une théorie du complot remet tout en doute à l'exception de son propre fondement. Les statistiques démontrent qu'une proportion assez importante de gens croient en une ou plusieurs théories du complot. Une étude datant de 2015 démontre que 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. Ils sont 34% à en croire au moins 4 et 13% au moins 7. Il me semble donc important de comprendre pourquoi ces personnes y croient dans l'objectif d'élaborer des solutions face à cette problématique. Plusieurs phénomènes expliquent pourquoi des gens ont tendance à adhérer à ce genre de théorie. Le besoin de compréhension et de cohérence en fait partie. Lorsque des choix confus se produisent, les croyants peuvent alors supposer que c'est parce qu'ils sont intentionnellement trompés par des forces extérieures. De plus, les gens sont naturellement enclins à rechercher des informations qui confirment leurs croyances existantes. Ainsi, lorsqu'ils rencontrent une théorie qui soutient quelque chose qu'ils pensent déjà être vrai, ils sont plus susceptibles de croire que l'information est également vraie. Le besoin de contrôle en fait partie. Lorsque les gens se sentent menacés, la détection des sources de danger comme peut le faire une théorie du complot est un moyen de faire face à l'anxiété. Il y a des raisons sociales. Les gens se sentant défavorisés peuvent être motivés à trouver des moyens d'améliorer leur propre perception d'eux-mêmes.
Les moyens utilisés peuvent être de blâmer les autres en les liant à des complots malveillants. Les personnes qui estiment qu'elles-mêmes, ou leur groupe social ont été victimes, sont également moins susceptibles de croire aux institutions gouvernementales et plus susceptibles de croire aux complots. Il convient également de noter la manière dont les gens rencontrent et partagent ces idées. Il est facile de rejeter une histoire partagée par une source aléatoire en laquelle vous ne faites pas confiance. Mais lorsque plusieurs personnes de votre cercle social que vous connaissez et en qui vous avez confiance semblent toutes croire la même histoire, cela commence à ressembler moins à un complot idiot qu'à un fait fiable. Partager ce genre d'histoire au sein de nos réseaux donne du crédit social à une telle pensée complotiste. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que même si ces croyances sont motivées par un désir de comprendre, d'exercer un contrôle et de se sentir socialement connectés, ce ne sont pas les effets que les gens tirent de leurs croyances. Plutôt que de répondre à ces besoins, croire au complot semble renforcer les sentiments de confusion, d'isolement, de privation du droit de vote et de solitude. C'est un cycle destructeur. Les sentiments négatifs contribuent à la croyance au complot, mais la croyance au complot entraîne des sentiments négatifs. Croire aux théories du complot érode la confiance des gens dans leur gouvernement, leurs dirigeants et leurs institutions. Cela diminue également la confiance dans la science et la recherche elle-même. Cette méfiance peut décourager les gens de participer à leur monde social. Cela pourrait également amener les gens à cesser de se considérer comme des contributeurs précieux à la société. Plutôt que d'aider les gens à faire face à leurs sentiments d'aliénation sociale et de privation des droits politiques, les croyances du complot semblent créer un cycle de méfiance qui conduit à une plus grande impuissance. Croire en des choses qui ne sont pas vraies pose un certain nombre de dangers. En effet, les croyances ont un impact néfaste sur le comportement individuel, ce qui engendre également un impact sur la société dans son ensemble. Les gens ont tendance à adopter l'une des deux approches dans la poursuite de leurs objectifs. Ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir et le contrôle pour façonner leur avenir. Les personnes avec un état d'esprit de croissance. Ceux qui se concentrent davantage sur la protection de ce qu'ils possèdent déjà que sur la réalisation de leurs objectifs. Les personnes avec un état d'esprit fixe. Les gens qui croient avoir le contrôle sur leur avenir sont moins susceptibles d'adhérer à des complots, car ils ont beaucoup de contrôle personnel et ils ont un sentiment d'autonomie. Les solutions à envisager pour empêcher les gens de croire aux théories du complot sans pour autant limiter leur diffusion devraient agir sur la compréhension, sur le contrôle, sur l'environnement social et sur la réalisation de ces objectifs. Chacun des points mentionnés peuvent être améliorés en grande partie par l'éducation que reçoivent les gens. En effet, s'éduquer sur un sujet qu'on connaît peut permettre de mieux le comprendre, de mieux cerner d'où viennent ses conséquences, et de ne pas se tromper sur la nature de ce qui semble néfaste pour nous. Cependant, il est impossible d'obliger un individu à s'éduquer. Celui-ci doit le faire par sa propre volonté. Un autre problématique liée à la liberté d'expression sur Internet est la désinformation. En effet, il faut savoir que sur Internet, une fausse information a tendance à circuler beaucoup plus rapidement et à atteindre beaucoup plus de gens qu'une vraie information. Pour bien comprendre ce concept, il est important de savoir comment le nouveau contenu est partagé sur Internet. On étudie ce phénomène à l'aide de graphes, qu'on appelle des cascades. Les cascades ont été étudiées par le chercheur Duncan Watt en 2016. Celui-ci a collecté des dizaines de millions de cascades sur Twitter. Une cascade est un graphe qui représente le partage d'un contenu en particulier entre les individus. Les points représentent les personnes ayant partagé le contenu et les lignes entre ceux-ci représentent le transfert de l'information. La majorité du temps, lorsqu'une personne publie du nouveau contenu sur Internet, ce contenu n'est pas partagé ou n'est quasiment pas partagé par quiconque. Cependant, il arrive que le contenu soit partagé en masse, ce qui donne lieu à des cascades. La structure de ces cascades n'est pas la même lorsque l'information qui circule est fausse ou qu'elle est vraie. Une fausse cascade sera large, elle aura une propagation rapide, elle sera d'une longue durée et elle aura une structure verticale. Une vraie cascade sera petite, elle aura une propagation lente, elle sera de courte durée et elle aura une structure horizontale. Parfois, ce n'est pas le contenu fraîchement publié qui cause problème. En effet, il arrive que le contenu qui est publié au départ soit vrai et qu'il devient faux au fur et à mesure des partages. Lorsqu'une information est partagée entre plusieurs personnes, celle-ci a tendance à s'imprégner des préjugés qu'ont les gens à propos de l'information.
C'est le psychologue Frédéric Bartlett qui a été le premier à étudier cette distorsion en 1930. Bartlett va découvrir que cette distorsion n'est pas due au hasard. Celle-ci va toujours dans le sens de celui que les gens ont envie d'entendre. Les chercheurs se sont servis de la découverte de ces cascades pour créer un algorithme capable de détecter si un contenu sur Internet est faux. L'algorithme détecte le contenu mensonger à 75% du temps. Il existe une technique simple pour avoir le moins de doutes possible sur la véracité d'une information provenant d'Internet. Il suffit de vérifier si la source du contenu est crédible et s'il en existe plusieurs qui ont publié le même contenu. La crédibilité d'une source se vérifie principalement en déterminant l'objectivité de l'information et la fiabilité de la source. Une source a plus de chances d'être fiable si l'auteur est identifié, l'auteur est joignable, l'auteur est lui-même crédible, le site propose des références, le site a été mis à jour récemment, le site propose des hyperliens pertinents. Le site a plus de chances d'être objectif si l'information est de nature scientifique, académique ou gouvernementale, le site appartient à un organisme reconnu ou à une grande compagnie, la présentation des faits est vérifiable, il y a des interventions de spécialistes. Le site a peu de chances d'être objectif s'il possède de la publicité ou de la promotion, l'auteur donne son propre opinion, l'information est ambiguë et le texte est mal organisé. Un autre problématique liée à la liberté d'expression sur Internet est en lien avec la cancel culture. La cancel culture est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Sur Internet, à cause des médias sociaux, la cancel culture a le potentiel d'être propagée par une quantité énorme de gens. Pour donner un exemple concret de cancel culture, prenons le cas de Amélie Wan. C'est une jeune auteure de science-fiction qui était sur le point de débuter une trilogie en 2019. Des personnes faisant partie d'un petit groupe privé sur Internet ont découvert qu'un des personnages de son roman offensait leur notion de relation raciale. Ils ont décidé de publier des tweets l'accusant d'être aveugle à ce qui se passe dans la réalité et d'avoir un manque d'éducation. Suite à cela, Amélie a publié un tweet, comme quoi elle s'excusait. Elle a également demandé à son éditeur d'arrêter la publication de son roman. Amélie a corrigé ce que le groupe Twitter n'appréciait pas du roman et elle l'a republié. Amélie est originaire de Chine et elle a émigré aux États-Unis. Dans son roman, elle décrivait la perspective qu'elle avait du trafic humain dans un contexte de science-fiction. Ces idées avaient probablement le potentiel d'amener beaucoup de valeur au roman, puisque le sujet qu'elle traitait était réellement arrivé dans son propre pays. Des utilisateurs de Twitter ont donc empêché un auteur de partager sa propre vision de ce qu'elle avait vécu dans son roman. La seconde version de son roman ne reflétait plus ses propres pensées. Il a été modifié dans le seul but de plaire aux utilisateurs de Twitter. Pour éviter de compromettre sa carrière d'auteur, en se référant au cas d'Amélie, on s'aperçoit que la cancel culture a le potentiel d'empêcher une personne de s'exprimer librement. En fait, Amélie avait toujours la possibilité de publier son roman tel qu'elle l'avait écrit au début. Cependant, si elle aurait décidé de le faire, les utilisateurs de Twitter auraient probablement publié des propos dégradant son image d'auteur. Son roman n'avait pas pour but d'apporter des faits qui soient fidèles à la réalité de tout le monde et qui soient valides pour tous. Elle a écrit un roman de fiction qui représente son vécu. Il est certainement injuste de mettre en péril son avenir professionnel dû à une communauté qui est en désaccord avec sa vision des relations raciales. Certains pourraient dire que la cancel culture est une bonne chose dans le cas où elle attaque une personne pour des raisons jugées raisonnables. Mais, la majorité du temps, une personne subit le phénomène de cancel culture parce que les gens sont en désaccord avec un élément précis que la victime a évoqué. Pourtant, la victime n'est pas seulement punie pour l'élément en question, car sa réputation risque d'être atteinte et tout ce qu'elle fera dans l'avenir sera dévalorisé par les gens sur les réseaux sociaux. L'objectif de la cancel culture est de réduire définitivement au silence le camp adverse. C'est à l'exact opposé de ce qu'est la démocratie et des débats qui la constituent. Pour encourager la liberté de parole et les débats d'idées, il faut veiller à éviter ces méthodes d'annulation et d'annihilation de la partie adverse. La capacité de discuter librement de sujets difficiles permet à une société d'avancer. Il est primordial de se montrer tolérant pour se mettre dans la peau d'une autre personne, d'être capable de comprendre son point de vue et sa situation.
La cancel culture nie la notion même de vérité et aboutit à la polarisation extrême de la société, faisant naître une violence malsaine dans les débats. Exprimer des vues divergentes est une chose, appeler ses alliés à punir ou anéantir une personne ayant exprimé une opinion différente en est une autre. Il faut choisir la discussion, pas l'annihilation. Pour éviter la cancel culture, les gens doivent être en mesure de se mettre à la place des autres et ils doivent tenter de comprendre les opinions qui sont amenées par d'autres personnes sans pour autant être en accord avec eux. Bref, les gens doivent posséder une bonne ouverture d'esprit. En effet, la définition de l'ouverture d'esprit correspond parfaitement aux caractéristiques d'un individu qui ne participe pas à la cancel culture. Elle qualifie l'attitude d'une personne faisant preuve d'une grande tolérance, manifestant de l'intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. Voici les principaux moyens qui permettent d'améliorer son ouverture d'esprit. Développer sa curiosité. Ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu et d'apprendre de nouvelles choses. Ne pas critiquer et condamner une personne avant de connaître le fond de ses pensées. Être humble, accepter son ignorance et accepter d'apprendre des autres, se remettre en question, envisager davantage de possibilités et ne pas se limiter à soi-même. Échanger avec un maximum de personnes. Demander les avis des gens sur des sujets partagés. Chercher à comprendre le pourquoi de leurs pensées. Chercher les échanges culturels. En ce qui concerne les théories du complot, la désinformation et la cancel culture, les solutions qui existent pour empêcher leurs conséquences de se produire, sans brimer la liberté d'expression, tiennent entre les mains de chacun des individus d'une société. S'éduquer, améliorer son ouverture d'esprit et vérifier ses sources dépendent de la volonté de chacun. En analysant les statistiques que j'ai citées tout au long de la vidéo, on s'aperçoit que ce n'est loin d'être tout le monde qui ont cette volonté. Je pense qu'interdire ce contenu néfaste serait donc une solution à envisager. Cependant, l'interdiction doit être bien encadrée et elle doit éviter de censurer l'information qui n'est en aucun cas néfaste pour la société.